Louis Hamman est avec nous. On va revenir sur... est-ce que c'est un recul, Louis Hamman, la question de la taxe Netflix? Tantôt, je disais, j'ai l'impression qu'on soit pour ou contre l'idée à la base. Ben, quand tu annonces quelque chose puis tu décides de le désannoncer, ça s'appelle un recul. Là, comme géographiquement, il recule. Oui, bien, une autre journée, un autre recul, malheureusement. Puis, comme je te disais un peu plus tôt, moi, à votre micro, là, cette semaine, moi, je pense pas que les gens, ne font pas confiance à M. Carney. Je crois pas que les Canadiens doutent de sa compétence, mais je pense qu'il y a plusieurs Canadiens qui se posent des questions. C'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils veulent comprendre. Moi, je dis souvent, tu sais, dans la vie, là, il y a une expression qui capture ça très, très bien en anglais qui dit « People don't buy what you do, they buy why you do it ». Tu sais, les gens n'achètent pas ce que tu fais ou ce que tu dis, ils achètent pourquoi tu dis ou tu fais quelque chose. Et c'est là où je pense que les gens ont de la difficulté à suivre. Ils ne comprennent pas, c'est tout. Alors, je ne sais pas, moi, quand on regarde ça, puis encore une fois, là, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, mais quand on regarde ça, la perception qui se dégage, c'est que sur le dossier de négociation avec les Américains à Ottawa, là, il y a deux vitesses. Il y a le neutre et il y a le reculant. Alors, c'est essentiellement ça. Puis encore une fois, là, je ne vous dis pas que c'est le cas, mais c'est la perception qui se dégage. Mais c'est un peu le cas. Bien, un peu, oui, parce qu'à chaque fois... Là, c'est là où le cas. Puis c'est là où je veux dire que les gens cherchent à comprendre, parce qu'encore une fois, là, je pense que les gens ont encore confiance au premier ministre. Ils savent que c'est un homme compétent, mais ils veulent comprendre pourquoi, semaine après semaine, menace après menace, on recule à chaque fois. C'est tout. Mais est-ce que c'est possible d'avancer avec Donald Trump? Tu sais, regarde, on va donner peut-être... on va être de bonne foi, là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait quelque chose de différent? Bien, peut-être pas. Mais encore une fois, c'est qu'on nous a vendu, si vous voulez, pendant l'élection l'an dernier, quelqu'un qui nous disait, qui nous répétait que lui était taillé pour pouvoir dealer avec Donald Trump. Alors, encore une fois, là, tout ça est un jeu de perception, tout ça est un jeu de gestion des attentes. Et clairement, là, ça roule pas rond de ce côté-là. C'est tout ce que je dis. En fait, c'est le décalage probablement entre les attentes et le fait que les mois avancent de plus en plus, puis on a l'impression que, OK, on n'arrive pas avec ce qu'on a promis. Tu sais, cette image-là, justement, qu'on allait peut-être régler les choses. Il y a peut-être ce décalage-là, finalement, entre les attentes et les résultats. Mais il y a peut-être, tu parles de l'incompréhension. Moi, j'ai l'impression que les Canadiens, les Québécois comprennent que c'est compliqué. À la limite, sur le côté, tu sais, la vitesse au neutre, tu disais, bon, peut-être la politique de même acheter du temps, on peut peut-être comprendre, mais pourquoi il n'explique pas certains reculs? C'est-à-dire qu'on a l'impression, s'il arrivait en disant, regardez, on a fait ça, mais parce qu'on a obtenu un gain là-dessus, ou parce qu'on pense que... Là, ça se fait un peu en catimini aussi. Exactement, et c'est ça la grande différence, Karima. C'est un très, très bon point que tu soulèves, dans la mesure où, souvenons-nous, là, puis moi, j'étais à Washington à l'époque, là, je l'ai vu. Souvenez-vous quand Mme Freeland, la première fois, là, on avait renégocié l'ALENA à l'époque, là, 2017-2018, il y avait des conférences. À chaque fois qu'elle allait à Washington, littéralement, elle se présentait devant les journalistes après ces réunions pour expliquer où on en était, pourquoi on avait fait un tel geste, qu'est-ce qui se passait dans les négociations. De ça, on n'a rien avec le gouvernement Carney. C'est un peu comme je l'expliquais l'autre jour. Là. Eux nous disent, écoutez, là, faites-nous confiance, on s'en charge. Et les gens, je pense, ont donné du lest là-dessus et ont donné la chance au cas. Mais là, comme tu le mentionnes, ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre pourquoi. Est-ce qu'on peut rien qu'avoir une explication? Parce que rien que de dire trust us, là, ça marche plus, ça. Ça ne fonctionne plus. Mais est-ce que ça t'inquiète, toi, que... Tu vois, je ne sais plus c'est où, là, que Mark Carney était allé voir Donald Trump, il était assis, puis il lui avait dit, t'as vu, là, j'ai fait ça, t'es-tu content? Ouais. Puis là, Donald Trump avait dit, oui, c'est beau, je suis content. Puis Mark Carney s'était distancé. Sur les véhicules chinois. Sur les véhicules chinois. Exact. Moi, j'avais cru voir Justin Trudeau, là, à ce moment-là. J'avais cru voir un homme qui est vraiment à la merci de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui vient voir son patron pour lui dire, t'es-tu satisfait de mon travail? Ça devrait peut-être nous inquiéter parce qu'il est toujours en train de faire des affaires avec des pays du tiers-monde un peu partout dans le monde, mais ultimement, ça serait quand même bien que les relations avec les Américains redeviennent plus saines.
Oui, non, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis je pense que tout le monde est impatient de voir ces relations-là, notamment les relations commerciales, parce que, bon, c'est une chose d'être en désaccord philosophiquement, politiquement avec les Américains ou avec l'administration américaine, mais je pense que ce que les gens veulent vraiment voir se régler, c'est la question commerciale. Est-ce qu'il se il y a parle, encore, tu sais, Rémi, il y a encore des tarifs de 50 % sur l'acier et l'aluminium canadien. Il y a encore des tarifs de 25 % sur les automobiles et tout ce qui touche l'industrie automobile canadienne. Il y a des tarifs de 45 % sur le bois d'œuvre. Alors, écoutez, puis là, on parle là, d'un 15 %, je crois, là, additionnel, ou 50 % additionnel là, récemment, qui, en principe, devrait entrer en vigueur à la fin du mois d'août, le 19 août, je crois. Alors, moi, je pense que c'est plus ça que les gens veulent voir régler, là. C'est pas de dire, bon, est-ce qu'on est d'accord avec Trump? Est-ce qu'on le flatte dans le bon sens du poil ou quoi que ce soit? C'est régler le problème. C'est un éléphant dans la pièce, ça. Ça fait mal à des entreprises. Ça fait en sorte que les entreprises n'investissent pas. Ça fait en sorte que les entreprises n'embauchent pas. C'est ça que les gens veulent voir régler, là. Oui. Dans la communication, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire sur l'impact de tout ça, mais même pour les Américains, c'est-à-dire, il y a peut-être de se dire qu'il y a un impact sur le portefeuille des Canadiens, des Américains, puis d'y aller dans la logique de Donald Trump en disant... ce qu'on veut, c'est que le commerce soit florissant, puis on a toujours été des partenaires, de changer un peu, j'allais dire, le narratif. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose, on est un petit peu là, toujours un peu en attente. Cette perception-là, elle commence à s'ancrer beaucoup. On n'est pas dans quelque chose de positif, dans un discours positif, de dire, OK, il y a des turbulences, mais au final, on veut quand même que la business fonctionne. Et là, il y a comme ce ralentissement, finalement, et c'est pas bénéfique pour les deux côtés. Non, c'est clair. Puis ça, on l'avait bien fait la première fois. Là, je reviens en 2017-18, lors de la renégociation de l'ALENA à l'époque. Le Canada, on avait vraiment bien joué notre jeu, c'est-à-dire qu'on avait vraiment eu l'appui des entreprises américaines qui, eux, passaient le message à la Maison-Blanche en disant, écoutez, là, vous aimez peut-être pas le Canada, vous aimez peut-être pas des trucs qu'ils font, mais le commerce avec le Canada est essentiel pour nous, les hommes et les femmes d'affaires américains, américaines. Malheureusement, ces relais-là auprès de la Maison-Blanche ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que moi, je vous le décrirais de la façon suivante. Pendant la première administration Trump, il y avait quelques adultes dans la pièce autour du président. Il n'y en a plus aujourd'hui. Alors, quand tu es un homme d'affaires qui appelle la Maison-Blanche pour faire valoir ton mécontentement, souvent, le message ne se rend pas au président, ne se rend pas aux personnes qui peuvent prendre les décisions parce que les gens ont peur de dire la vérité au président des États-Unis. Mais il y a quand même, parce que dans son premier mandat, apparemment qu'il était tellement entouré qu'il y avait des documents qui disparaissaient de son bureau, là, qui lui étaient destinés, puis il disait, je les ai même pas vus, on venait me les voler presque sur mon bureau. Là, il se serait entouré de gens, certains diront de yes man, mais en tout cas de gens qui... sont plus proches de lui. Est-ce que Absolument. Et ça, c'est la première chose qu'il a dit. Souvenez-vous, quand il a été réélu, la première chose qu'il a dit, c'est que moi, là, s'il y a un truc que j'ai appris dans mon premier mandat à Washington, c'est que je dois m'entourer des bonnes personnes et la dernière fois, je ne l'étais pas. Alors, cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur, je ne mâcherai pas mon chou deux fois, là, comme disait ma grand-mère. Moi, c'est pas vrai que je vais recruter des gens qui ne seront pas des yes-men. Parce que Donald Trump, il fonctionne comme ça. Il aime ça être entouré de yes-men. Alors, lui, puis il l'a dit ouvertement. Là. En même temps, J.D. Vance était contre l'intervention en Iran. Évidemment, c'est le président, donc tu ne le contredis pas publiquement. Mais il est allé au podcast de Joe Rogan l'autre jour, puis honnêtement, c'était ça que ça voulait dire. Là. C'est vrai, mais dans l'ensemble, si on parle dans l'ensemble, de façon générale, il y a beaucoup moins d'adultes, comme je disais tout à l'heure, dans la pièce qu'il y en avait lors du premier mandat. Moi, il y a une question que je me pose, honnêtement, je vous la pose à vous deux, là, mais c'est la lune de miel. Est-ce que ça commence un tout petit peu là, à tomber ou enfin à disparaître? Je ressens quand même, et je l'entends de plus en plus de critiques à l'endroit de Mark Carney, mais en même temps, je me mets à sa place. Puis je me dis, je dois encore avoir du temps. C'est quoi l'alternative? Les Canadiens vont faire quoi? Ils vont voter pour le nouveau chef du NPD? Tu viens de dire le mot magique. C'est-à-dire que cette toute lune de miel est destinée à se terminer. Là. Je veux dire que ce soit en politique ou dans la vraie vie, là, toute lune de miel finit par se terminer. Cela dit, moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a une lune de miel qui s'étire comme ça, c'est justement, il n'y en a pas d'alternative, Rémi. Quand le Canadien moyen regarde le paysage politique à Ottawa, vous avez Mark Carney, puis après ça, c'est quoi? Est-ce que Pierre Poilievre, je ne crois pas que ça fonctionne très, très bien. Le NPD, soyons sérieux,
Est-ce que le Bloc québécois, est-ce que Yves-François Blanchet va devenir premier ministre du Canada? Non, mais soyons sérieux, là, quelque part. Alors, moi, je dis toujours, la politique, oui, c'est qui est au pouvoir, mais c'est beaucoup aussi qui forme une alternative possible. Puis actuellement, il n'y en a pas. Alors, M. Carney, beau jeu. Ah, on va en avoir des contrats d'attache à pain signés avec le Laos. Là. Ça là, c'est le fun, c'est excitant, ça donne le goût de rêver. Ben, en plus, je le veux, ce contrat-là signé, parce que là, encore là, comme tu dis, on était beaucoup dans des voyages puis dans des images, mais ensuite, des effets d'annonce puis des résultats, c'est peut-être ça aussi. Puis on a vu quand même Mark Carney qui avait l'air un petit peu impatienté aussi. Là. Il aime moins ça, parce que tu avais l'image lisse, que ça fonctionne. Et là, il est un petit peu plus mis au défi. Et le challenge pour Mark Carney, évidemment, les gens lui, les gens lui reprochent beaucoup de dire, ben écoutez, là, vous faites que des annonces, puis on ne voit pas les résultats. La plupart des annonces qu'il fait à sa défense, ce sont des annonces pour une transformation générationnelle de l'économie canadienne. Okay? Mark Carney n'est pas un politicien de carrière, alors lui, là, il ne pense pas en termes de 4 ans, la prochaine élection et tout ça. Lui, c'est quelqu'un là, qui a des plans sur 10, 15, 20 ans, une vision. On dit toujours et on reproche aux politiciens qui n'ont pas de vision. Pour une fois, on a un premier ministre qui en a, mais malheureusement, c'est qu'il a oublié que la politique, ça fonctionne sur des cycles de 4 ans et non pas sur des cycles de 15 ou 20 ans. Peut-être que l'histoire le jugera favorablement. Peut-être que dans 15 ans, on va regarder dans le rétroviseur et on va dire, mon Dieu, il l'avait-tu l'affaire? Une chance qu'on l'a eu. Moi, je donne toujours l'exemple des grands barrages ici au Québec au début des années 70. Robert Bourassa, souvenez-vous, allez relire les manchettes de l'époque. Ces grands projets-là, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec ça. Beaucoup de gens croyaient que c'était de la folie. Aujourd'hui, on se pète les bretelles en disant « Mon Dieu, qu'on a donc été visionnaire avec l'hydroélectricité puis les grands barrages au Québec. » Alors, moi, il y a un certain parallèle des fois que je trace en disant, ben, quand il parle justement de ces grands projets d'intérêt national, ce sont des projets de cette nature-là. Bien, ça, à ce moment-là, en tout cas, peut-être qu'on pourra... On en reparlera de toute façon, mais j'allais dire, quelque part, ces grands projets-là, puis c'est une redéfinition même mondiale, là, c'est-à-dire que tu t'en vas en Europe, il y a une reconfiguration aussi, ne serait-ce que pour la défense. Ils décident un peu plus de prendre leur avenir en main sur des questions de défense militaire et tout ça, parce qu'il y a cette idée de désengagement des États-Unis. Le Canada, là, il y a cette vision-là de Mark Carney. Quelque part aussi, peut-être que dans 15 ans, certains vont dire, ben, sais-tu quoi? Donald Trump, ça a été une très bonne... Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais il a forcé ce redéploiement, il a changé la donne aussi. Tu sais, non, absolument. Et ça, il aura créé quelque chose, en tout cas, qu'il ne mesure peut-être pas tout de suite. Cela dit, le Québec, là-dedans, sur la spécificité du Québec, sur le fait français, tout ça, moi, je ne suis pas sûre que de ce point de vue-là, c'est nécessairement positif. Il va falloir, en fait, qu'on soit très vigilant au Québec. Tu sais, il y a comme aussi cet élément-là dans cette très grande configuration. Et on le voit d'ailleurs avec la taxe Netflix là, et le recul sur la taxe Netflix. Évidemment, ces redevances-là allaient subventionner des productions canadiennes, mais c'est d'autant plus important dans un contexte minoritaire comme ici au Québec. Ça compte vraiment. Oui. Alors, mais en passant, il avait... Parmi les gens qui ont dit le plus rapidement que finalement Trump allait peut-être rendre service au Canada, mais qu'on s'en rendrait compte dans 10-15 ans, Jean Charest. Jean Charest avait dit ça quelques semaines après. Il avait dit, là, je sais, ça va être un dur coup, ça ne reviendra plus jamais comme avant, mais vous allez voir, les Canadiens vont se mobiliser, il y a un sentiment de patriotique qui va naître. Il l'avait vu, lui. Ben, l'histoire le dira, on sera probablement tous les trois à ce moment-là en train de se bercer sur un perron quelque part, à regarder le soleil se coucher, on pourra en discuter à ce moment-là. Rave, c'est ça. Parlons rapidement du médecin Anthony Fauci qui refuse de répondre au Sénat. Là, les images sont quand même assez particulières. Là. Il répond pas, il plaide de fifth, comme on dit aux États-Unis, le 5e amendement qui lui permet de garder le silence. Oui, triste spectacle hier à Washington, là, dont on dirait seulement le Sénat américain a le secret. Là. Alors, commission sénatoriale, pas sur un sujet d'actualité ou brûlant, là, pas sur l'Iran, pas sur l'Ukraine, pas sur la guerre commerciale, sur la COVID d'il y a 6 ans. Pour embarrasser quelqu'un qui était à la tête, qui est un peu Monsieur COVID. Parce qu'Anthony Fauci, là, rien que pour replacer les auditeurs, là, c'était un peu le docteur Arruda des États-Unis. C'est lui qui conseillait. C'était le Monsieur COVID, là, conseillait la Maison-Blanche, le président Trump et tout ça. Lui a eu le malheur, devinez quoi, au début de la pandémie, évidemment,
Donald Trump l'a encensé. C'est un homme qui est reconnu mondialement, un médecin. Il était à la tête, entre autres, de l'Institut national américain des maladies infectieuses, reconnu mondialement. Au début de la pandémie, évidemment, Donald Trump l'a encensé. Devinez ce qui est arrivé. Ben, il l'a pris en grippe et il l'a démonisé par la suite. Pourquoi? Parce que M. Fauci a le malheur de recommander certaines mesures sanitaires, le port du masque, la fermeture de certaines écoles. Alors, 6 ans plus tard, ce gars-là, maintenant, 86 ans, il travaille même. Les républicains, Donald Trump, en ont encore contre lui. Alors, hier, ils l'ont traîné devant une commission sénatoriale. Pourquoi? Pour le faire témoigner sous serment, en espérant qu'il allait peut-être se contredire et qu'ils allaient par la suite pouvoir l'accuser de parjure et le jeter derrière les barreaux. Alors, c'est ça qui se passe. Donc, quand je dis triste spectacle, là, c'est vraiment ça. Et ça démontre, moi, encore une fois, puis c'est Bill Clinton qui avait dit ça il y a maintenant plusieurs années. Il a dit, malheureusement, on a vu une évolution dans la politique américaine où on ne politise plus nos différences, on criminalise nos différences. Maintenant, c'en est un exemple patent, ça. Mais en même temps, écoute, je juste jouer l'avocat du diable, puis en vérité, c'est même pas l'avocat du diable, parce que je le crois vraiment, ce que je veux te dire. Il y a des choses qu'on sait pas, puis qu'on a comme refusé de se poser comme question. Ça fait 6 ans, tu dis, mais il y a encore bien des mystères sur la COVID. Pourquoi c'est pas une bonne idée, plutôt, de se poser ces questions-là? Ben moi, je pense que c'est important de les poser, les questions, mais pas de faire un show dans une commission sénatoriale pour essayer de pincer un gars de 86 ans pour le mettre en prison, là. Alors, il y a une façon de faire les choses. Mais le fait qu'il y a 86 ans, honnêtement, on s'en fiche un peu. Là. Absolument. Non. C'est sa vie, là. Il y avait 80 ans dans le temps. Je suis entièrement d'accord. Mais encore une fois, poser les questions, certes, il faut le faire. Moi, je pense que c'est un exercice qui est nécessaire, mais de le faire de façon à essayer de pincer quelqu'un, puis qui se mêle un peu dans peut-être ce qui s'est passé il y a 10 ou 15 ans, puis ensuite l'accuser de parjure parce qu'il témoignait sous serment. Moi, je pense que c'est un peu fort de café, tout ça. Mais quel est l'objectif de Donald Trump avec ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut gagner des points? T'sais, peut-être que oui, on dit c'est un cirque, c'est un show, mais est-ce qu'il peut gagner des points politiquement dans un contexte où ça va mal avec l'Iran? Politiquement, moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est tout simplement sa soif de vengeance. Parce que ce gars-là a eu le malheur de le contredire à un moment donné pendant la pandémie. Et on sait que Donald Trump, comme on dit en anglais, là, he holds a grudge. Oui, mais il ne peut pas surfer sur les frustrations. Tu sais, une partie de sa base, peut-être, qui est encore un peu accrochée sur le COVID. Il n'y a plus grand monde qui parle ou qui est accroché sur le COVID. Là, donc, je ne vois pas encore une fois le upside de la chose, là, politiquement parlant. Oui, c'est ça. Mais peut-être, écoutez, peut-être que... il y a plus de monde que tu le penses, Louis. Honnêtement, dans les commentaires, le monde, ils sont pas mal derrière pas Anthony Fauci, mais plutôt la méthode en ce moment qui est employée pour aller essayer de chercher des réponses. C'est parce que le problème, c'est qu'il n'y a tellement pas eu, je trouve, de curiosité. Ah ben, regardons, pas de curiosité sur cette question-là, que ça, peut-être effectivement que ça sort tout croche. Puis Trump, d'ailleurs, c'est un peu ça. Hein. Quand les gens disent Trump est vulgaire, c'est comme un bouton qui a poussé. Parce qu'en jachère, là, a priori, là, il y a eu pendant des années beaucoup de négligence, beaucoup de trucs qui n'ont pas été faits. Puis ça a peut-être donné le Trumpisme, ça a peut-être donné des méthodes comme ça. Ben moi, je le dis toujours, Donald Trump, je veux dire, les États-Unis ne sont pas comme ça à cause de Donald Trump. Donald Trump est comme ça à cause des États-Unis. Là. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier, ça. Donald Trump n'est qu'un homme. Là. Certes, il est président des États-Unis, il est très puissant et puis on connaît bien le personnage, là. Mais il y a en effet un élément sociétal là-dedans, puis je suis d'accord avec toi. Là. Il y a eu tellement de négligence, il y a eu tellement de trucs où on a tourné le regard, les gens sont tannés, les gens veulent avoir des réponses. Merci, Louis Hamon. À demain. Il n'y a pas de quoi.